Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Simplement, je n'ai pas eu le temps de noter les éléments dont on disposait déjà en France au niveau de la chaîne de valeur du photovoltaïque. Je voulais simplement savoir si vous pouviez revenir un petit peu sur ce dont on disposait en France. La slide. Merci. Oui, oui. De toute façon, vous aurez la slide. Oui, on peut les commenter, c'est vrai. La 19. 9 et 20. Voilà. Ça, c'est la chaîne française. On n'a pas de fabrication en France à la date d'aujourd'hui de purification de silicium, de lingots ou de monocristaux et de galettes. Pour l'instant, je dis bien parce que apparemment la société Carbone a démarré et qui a annoncé des investissements importants, prévoit d'avoir une chaîne intégrée dans le sud de la France. Les acteurs qu'on a aujourd'hui, c'est toute une série de petites, bon, c'est pas péjoratif, mais par rapport aux gigafactories chinoises, en effet pas très grosses, qui existent et qui ont prévu un développement plus ou moins important. Il y a ensuite les fabricants de composants électriques, donc Schneider, Leroy Sommer, Nexans pour tout ce qui est câblerie. Nexans est un des grands câbleurs mondiaux. Les intégrateurs ensembliers, là je connais un peu moins bien. Vous avez une liste de gens qui sont là. Installateurs, là, ça c'est évidemment à la fois des petits installateurs et des petits installateurs coordonnés. Et les grands producteurs d'énergie, EDF, Engie, Total et d'autres. Mais le sentiment que j'ai, qui n'engage absolument que moi dans ce cas-là, c'est pas ça d'étude, c'est que tout le monde est en train d'attendre le moment de basculement. Donc, on n'est pas certain que ça va aller, donc on ne sait pas, on investit, on n'investit pas. Et là, on n'a pas encore franchi le pas d'investir de manière importante dans ce secteur. Je pourrais dire un petit mot de l'Italie, qui m'a semblé vraiment un cas très intéressant. L'Italie, il y a quelque temps, je dis ça de mémoire, a décidé de ne pas se lancer dans le nucléaire, pas parce qu'ils étaient contre, mais parce que le temps nécessaire, à partir de maintenant, pour installer de l'énergie nucléaire, c'était 15 ans. Tandis qu'en mettant un paquet sur le solaire, ils peuvent avoir un retour électrique dans une période plus courte. Donc, on est un peu pris à la gorge par les délais. On n'aurait pas dû être surpris des besoins énergétiques, on n'aurait pas dû, mais on a été. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'il y a une urgence de pouvoir fournir. Donc, les Italiens y vont franchement, et Enel est devenu un acteur majeur du PV en Europe. C'est à peu près clair ? Peut-être mettre celle de... Merci 19. beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, oui, bonjour. Je vous appelle, j'ai une question plus globale sur la technologie des panneaux solaires. En fait, toute cette transition en fait, énergétique vers les renouvelables est un peu imposée par l'Europe. En France, on avait une énergie décarbonée très forte, avec des prix de revient très faibles, grâce à un mix nucléaire et hydraulique qui était à peu près parfait. En fait, le problème des panneaux solaires comme des éoliennes, c'est leur intermittence. Par exemple, si on regarde d'ici 2050 sur ce que vous mettez dans votre rapport, la 100 gigawatts à peu près d'installer en fait en objectif par exemple 2050, on voit qu'en fait en capacité installée, ça représente 3 EPR, mais seulement un demi EPR en production réelle. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à développer les énergies intermittentes en France, sachant qu'on devrait plutôt se prioriser le nucléaire, parce qu'on n'a pas du tout le même mix que l'Allemagne et d'autres pays européens? Oui, je comprends tout à fait votre question. Mon sentiment, c'est qu'on a, pour un tas de raisons, que je préfère ne pas dire ce que j'en pense, pour un tas de raisons, on a sous-estimé les besoins électriques et les besoins de décarbonation. On a essentiellement réfléchi à ça en termes de besoins domestiques et on a complètement négligé le reste. Le reste étant toute l'industrie qu'il faut décarboner, les transports lourds qu'il faut décarboner, la production d'hydrogène pour l'industrie dans un premier temps, la production de carburant synthétique plus tard, enfin bref. Tout ça, ça a été balayé sous le tapis et donc on est parti sur un tas de politiques. D'ailleurs, le rapport du Parlement, enfin, de l'Assemblée nationale est assez clair sur ce sujet, n'ont pas été très bien instruites. Alors, sur mon sentiment, c'est qu'il va falloir tout.
Et que plutôt que de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, hein, mais pas un kilowatt de plus, il faut y aller franchement. Il faut y aller franchement, il en faut beaucoup. Hein, et avec le beaucoup, on se débrouillera. On se débrouillera avec l'intermittence. Et je te laisse la parole pour typiquement pas faire l'hydrogène en choisissant d'utiliser la base pour l'hydrogène. On peut peut-être dire, juste pour compléter ce que disait Jean-Pierre, en réponse à votre question, qui était en fait, qui elle-même contenait un peu de réponse, si j'ai bien compris votre formulation. En fait, si vous regardez l'histoire des 20 dernières années, jusqu'à grosso modo 2020, 2021, début 2021, dans un pays comme la France, mais c'était aussi le cas en Allemagne, comme le disait Jean-Pierre, on a estimé qu'on n'aurait pas besoin de plus d'électricité en 2050 et que on se débrouillerait avec les renouvelables. Il y avait un certain nombre d'acteurs qui le disaient, en tout cas un certain nombre de lobbies, ça, clairement. Il est apparu très clairement en début 2021 et encore plus clairement dans le cas de la France grâce au rapport sorti par RTE sur ses estimations 2050, c'est qu'on voit que petit à petit, la France, l'Allemagne, les deux pays ont reconnu qu'ils auraient besoin de plus de 50% d'une augmentation de leur production d'électricité de plus de 50%. L'AIE a emboîté le pas au niveau mondial, etc. Donc le vrai problème, c'est comment on obtient assez vite suffisamment d'électricité bas carbone pour électrifier ou réduire les émissions, disons, donc soit en électrifiant directement, soit en passant par l'hydrogène. Et donc, le problème, c'est d'aller assez vite pour avoir le plus possible d'électricité bas carbone. Et dans ce contexte-là, on peut dire qu'un pays comme le nôtre, qui a une certaine industrie nucléaire, peut l'utiliser. Et qu'en même temps, utiliser le PV permet aussi d'avoir de la production bas carbone. Donc, le vrai problème, c'est aurons-nous assez d'électricité bas carbone d'ici une dizaine d'années? Alors, je profite de l'occasion pour préciser qu'on a un certain nombre de textes en préparation là-dessus, qu'on aura peut-être... mais ce n'est pas décidé encore, à un moment ou à un autre, en tout cas, des moments d'expression publique sur ce problème de la politique européenne de l'énergie et de la politique nucléaire française. J'ai un peu répondu, est-ce que nous avons un peu répondu à votre question? Oui, plus ou moins, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions à ce sujet aujourd'hui. Hein. Bon, on le voit avec des groupes de pays européens qui soutiennent le nucléaire et puis d'autres qui veulent totalement en fait, mettre sous le tapis le nucléaire. Alors qu'on voit, enfin, si on est scientifique et si on est un peu intéressé par la technologie, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution pour augmenter massivement avec des prix assez bas que le nucléaire. Voilà, si on veut vraiment augmenter massivement la production d'électricité. Mais bon, ça, après, c'est un autre débat. Hein. Après, il y a l'autre débat d'avoir une seule filière ou non, avec les problèmes éventuels de défauts communs. Enfin, il y a un certain nombre d'autres discussions, mais je pense qu'aujourd'hui, ça nous écarterait peut-être un peu. C'est une discussion passionnante. Je pense qu'on est tout à fait prêt à la reprendre avec vous et les collègues, soit en dehors de la réunion d'aujourd'hui, soit à d'autres moments, puisque nous nous sommes d'ailleurs déjà exprimés, je me permets de le rappeler, au moment où l'ADEME a sorti son scénario 100%, l'Académie avait émis un avis qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque. Non pas que nous soyons contre le solaire, mais parce qu'on trouvait que l'approche était très discutable sur le plan scientifique. Donc je pense on fait partie de ceux qui réfléchissent à ce sujet en essayant modestement d'avoir une approche assez globale, qui est ce qui manque le plus, nous semble-t-il, au niveau tant français qu'européen, récemment. Mais je propose, si vous voulez bien, qu'on revienne au photovoltaïque avec ses qualités et ses défauts, si vous en êtes d'accord. Oui. D'autres points à aborder? Je sais pas, par exemple, au niveau du recyclage, est-ce qu'il y a ici de nombreuses études c'est déjà bien avancé au niveau du recyclage pour les deux technologies principales? Oh, ça change. Quelle que soit la technologie, ce sera les mêmes types de situations. Le recyclage, c'est de pouvoir séparer tout ce qu'on a rajouté sur le silicium, qui est en toute petite couche mince, donc ça, c'est pas un vrai problème. Séparer l'argent, qui est relativement rare. Donc, le recyclage, aujourd'hui, il y a des études en cours. Entre le côté brutal, on broie tout et on se débrouille avec, ou on arrive à polir, scier pour isoler la partie silicium. Donc, cette partie-là est en effet discutée aujourd'hui. Mais c'est moins un problème énorme que les pales d'éoliennes. Il n'y a pas de composite de même type du tout. Oui, non, c'est des quantités sont beaucoup plus faibles. Bon. Et le reste, parce que la partie cellule, c'est seulement une partie. Le reste, c'est le verre
qui est important à recycler parce que c'est un élément particulier avec un spectre de transmission, les supports en acier ou en aluminium, le câblage en cuivre, tout ça, on est dans le domaine connu. Si on veut, on peut. C'est faire. On a la durée de vie d'un équipement photovoltaïque. On donne aujourd'hui, je crois qu'il doit être garanti pour environ 20 ou 25 ans. Et j'avais de transparent à la fin sur le retour. Je vais peut-être avancer là-dessus parce que ça permettra d'éclairer ces aspects-là. Oui. Encore. Stéphane, encore un peu. Le prochain. Voilà. Donc, l'électricité nécessaire, bon, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Si on faisait 3 gigawatts, je ne me suis pas trompé de mon calcul, on serait à 0,3% de la production électrique française. On peut dire, ah mon Dieu, c'est énorme. Mais le transparent d'après est issu du Fraunhofer. Non, en gros, ils disent qu'on récupère l'électricité dans l'année. Alors bon, c'est peut-être optimiste, mais même si c'est 2 ans, c'est pas 25. Donc ça veut dire l'idée que ça va coûter beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, etc. à fabriquer et ensuite on l'amortit dans combien de temps? Il semblerait qu'on l'amortit rapidement. Oui, mais là tu parles d'énergie. Il y a aussi les émissions. Les émissions de CO2, il y en a une qui est inévitable, c'est la purification, l'obtention du silicium à partir de l'oxyde de silicium, qui est un système de carboproduction. Là, c'est difficile. Les quantités sont pas, c'est pas les quantités d'une aciérie. Sur CO2 qui sont globalement faibles. Et ensuite, l'électricité, ça dépend si on est bien ou si on n'est pas bien. Oui, mais donc on revient au point clé que tu disais sur l'Europe et sur éventuellement des panneaux fabriqués en France ou en Norvège ou en Suisse, dans des pays où l'électricité est bas carbone. Bon, il faut quand même se rappeler, je pense que vous l'avez tous en tête ici, actuellement le mix électrique chinois, même s'il progresse d'année en année, ils sont pas loin, ils sont un peu en dessous de 600 grammes de CO2 par kilowattheure, 580 en 2021 de mémoire, et en France on est grosso modo à 50. Norvège, dans les pays nordiques où il y a beaucoup d'hydraulique, ils sont encore plus bas. Donc, on voit bien que si on met en place des mécanismes de taxation du carbone ou des mécanismes d'achat qui prennent en compte le cycle de vie, et je pense que il y a un plan national d'achat durable et puis il y a aussi au niveau de l'Europe peut-être quelque chose à faire, c'est ce que disait Jean-Pierre. On voit bien qu'on aurait un moyen de pousser fortement l'industrie comme celle-là en France et en Europe, à condition de prendre en compte les conditions de fabrication. C'était déjà évident il y a 20 ans, c'était encore plus évident il y a 20 ans, puisque le mix électrique chinois était encore plus carboné que maintenant. Mais je vais juste revenir sur un autre point que tu as cité qui est très important, me semble-t-il, pas seulement pour le PV. L'industrie chinoise du PV, comme tu l'as dit, est dimensionnée pour exporter. Il faut voir qu'il y a d'autres domaines où c'est le cas aussi. Si on prend les pompes à chaleur, pour rester dans le domaine énergétique, ils produisent à peu près, je crois, 2 fois plus de pompes à chaleur que leurs besoins propres. Et éventuellement, ils servent même maintenant d'OEM pour d'autres pays, par exemple le Japon. Donc, on voit bien à quel point, pour l'industrie française européenne, il y a un chemin qui est en train d'être réfléchi, possible, l'action en cours dans France 2030 et les actions que mène la Commission, Thierry Breton, etc. On voit à quel point c'est absolument clé. Et urgent. Et urgent. Est-ce qu'il y a encore des questions? Rien d'affiché pour l'instant. J'en ai une dans le secteur du bâtiment par rapport à toutes les réglementations, aussi bien au niveau français qu'européen, qui sont en train de se mettre en place. Si l'Europe veut être en cohérence avec elle-même, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à pousser effectivement la relocalisation, je vais dire, ou la localisation tout court, d'industries photovoltaïques, parce qu'on va de plus en plus vers des bâtiments, des logements qui doivent être neutres en carbone, autonomes énergétiquement. Donc on parle d'installer de plus en plus des panneaux solaires, aussi bien pour les maisons individuelles que les logements collectifs et tout. Donc, ça peut peut-être les encourager aussi s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique. Je peux dire un petit mot là-dessus. On peut se dire que la logique, c'est d'abord de mettre des panneaux sur les maisons avant d'utiliser encore du terrain. Bon, alors, il y a les hangars. Absolument, mais quand je dis maison, c'est tous les toits. C'est tous les toits.
Donc la logique, c'est d'abord les toits. Après, il faut que ça tienne, mais il ne faut pas que ça fasse s'écrouler. Mais on voit bien que la logique, ce serait d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser comme toits divers, les toits industriels, les toits commerciaux, etc. Et probablement, ça pourrait être favorisé peut-être encore un peu plus. Bon, sur l'autonomie énergétique, je dirais, ça c'est un point qui peut se discuter, mais en tout cas, au moins faire qu'il y ait de la production un petit peu partout, en utilisant au maximum, enfin je pense qu'on peut être que d'accord avec vous, d'ailleurs l'avis tel qu'on l'a émis, et quand nous exprimons sur la question du bâtiment, nous n'hésitons pas effectivement à pousser cette idée de production locale. À partir du moment où, après quand on se met à regarder de plus près, vous savez très bien que dans l'état actuel des technologies, bâtiment de plus de 4 étages a du mal à être autonome, même si on lui met du stockage. Hein. Donc, mais tout ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion, peut-être qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question que vous abordez, l'installation de panneaux sur les maisons et les toits d'usine, etc., c'est du travail local. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Nous pouvons qu'être d'accord là-dessus. Après, avec une discussion au passage, si vous êtes un spécialiste du domaine, vous devez connaître, c'est la discussion entre est-ce qu'on met des panneaux PV ou des panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude, discussion qui a lieu un peu au niveau mondial. Si je peux faire, s'il n'y a pas d'autres questions, juste en profiter un instant pour dire quelque chose. Il se trouve que j'ai animé pendant 2 ans un groupe qui s'occupait de baisse des émissions dans le monde, un groupe de 70 académiciens de 20 pays, et nous avions des discussions au sein du groupe entre des collègues chinois, indiens, européens, etc. De plus en plus, la discussion disait finalement les panneaux PV sont plus utiles à terme, même s'ils ont un rendement plus faible que les panneaux solaires thermiques, parce qu'on peut utiliser l'énergie correspondante, y compris pour l'eau chaude, mais pour d'autres usages. Voilà. Donc, ça fait partie de discussions en France. On voit qu'on aurait peut-être intérêt à les creuser aussi. Vous faisiez allusion à la réglementation, j'en profite. Ouais. Encore une main levée. Madame Rénal. Oui, bonjour. J'avais en fait 2 autres questions qui me venaient à l'esprit. Vous avez mentionné tout à l'heure que pour maîtriser la production de galettes de silicium en Europe, il faudrait des investissements très, très conséquents. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée du montant des investissements qu'il faudrait réaliser à l'échelle européenne? Et ensuite, j'avais juste une petite question sur, d'après ce que j'ai compris, vous avez donc remis cet avis aux personnes de l'administration concernées il y a quelques semaines. Comment a été accueilli ce rendu, et est-ce que vous savez ce qui est prévu pour la suite, en fait, quelles sont les prochaines étapes suite à vos recommandations? Merci. Merci pour votre question. J'ai repris un tableau ici qui venait de l'Agence internationale pour l'énergie, et pour passer à, en gros, 20 gigawatts de production européenne 25, il faudrait environ 7 à 8 milliards d'investissements. Au niveau européen. Au niveau européen, oui, au niveau européen, c'est pas au niveau français. Donc, c'est un chiffre qui est important, mais sans être absolument effrayant. Ensuite, le retour du public, je ne sais pas, Yves, si tu as eu grand-chose. Alors, ce dont nous sommes convenus, pour être très clair, c'est que nous rendons public nos avis. Par contre, continue à interagir avec nos collègues de l'administration, les mandants, comme nous les appelons, et ils nous font un retour. Mais le retour reste entre nous, parce qu'en fait, ça revient à poursuivre la discussion. Donc, je pense que vous verrez dans les mois qui viennent l'impact éventuel de notre... Je pense qu'on consulte aussi d'autres personnes, ils consultent aussi les industriels potentiels, ils consultent un certain nombre d'autres acteurs, etc. Donc, je ne sais pas vous donner le retour de notre avis, sachant qu'on s'est engagé sur ce plan-là à une certaine discrétion. Voilà. Désolé de ne pas satisfaire votre curiosité, que je comprends. Et en tout cas, ce que je peux quand même dire, sans révéler de secret grandiose, c'est que visiblement, ils continuent de nous demander à la fois des avis sur de nouveaux sujets, et ils nous posent des questions complémentaires sur ce qu'on leur a indiqué. Par conséquent, ça veut dire qu'on peut raisonnablement avoir l'espoir
que ça présente une certaine utilité. Voilà ce que je peux répondre que je peux dire par rapport à votre question, mais merci de l'avoir posée en tout cas. Merci. Mais du coup, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous préparez de nouvelles notes toujours sur ces questions énergétiques, de production, je ne sais pas, sur d'autres filières de l'énergie en tout cas? Alors, nous essayons environ, grosso modo, on sort une note pour sur 2030 à peu près tous les mois et demi, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a bien d'autres sujets dans France 2030, et vous le verrez, ou certains de vos collègues bientôt. Donc, on en aura d'autres sur l'énergie. On en a sorti une autre autour du nucléaire. On en aura une autre sur la politique européenne de l'énergie. Ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on a un certain nombre de compétences à l'Académie. Pas seulement Jean-Pierre et moi, si j'ose dire, mais plein d'autres collègues. Mais on s'occupe aussi, en ce moment, on s'occupe de beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT. Et je tiens à préciser, pour vous rassurer, que la note Jean-Pierre qu'on vous a présentée n'a pas été écrite par ChatGPT, mais correspond bien à un travail réel. Donc, on travaille aussi sur ces questions-là, les questions du cloud, sur Gaia-X, sur les biomédicaments. Enfin, il y a bien d'autres sujets sur l'eau. Sur l'eau, sous différents problèmes. D'ailleurs, l'eau, à la fois la dimension du trait de côte, la dimension de l'eau potable, etc. Donc, l'Académie, par sa mission, d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous avez vu la liste des pôles de l'Académie, on travaille un peu sur tous les domaines. On a des secteurs où on aimerait bien et on s'efforce de compléter nos compétences, mais on s'exprime sur beaucoup de sujets variés sur les technos, pas seulement sur l'énergie. Mais on est prêt à rediscuter avec vous ou à vos collègues sur certains points de l'énergie que vous voudriez aborder en d'autres circonstances. Et le mois dernier, nous avons publié un rapport sur le carburant. Sur les carburants alternatifs pour l'aviation, les SAF, qui est public, que vous pouvez trouver sur notre site, qui sera d'ailleurs, qui je pense aussi présente un intérêt certain. Et, il y en a d'autres qui se mitonnent. Et lui aussi, il appelle à beaucoup d'électricité décarbonée. Voilà. Oui, pour fabriquer de l'hydrogène ou des carburants décarbonés, il faut de l'électricité décarbonée, etc., etc. Donc, ça augmente encore les besoins d'électricité décarbonée auxquels nous faisions allusion tout à l'heure, qui risque d'être un des problèmes bloquants dans la prochaine décennie. Ça, c'est un avis personnel. Enfin, je pense qu'on le partage tous les deux. Juste, moi, je pense que par rapport à la réponse, les investissements nécessaires, il faut bien préciser, même si ça se voit sur ce tableau, que c'est la partie amont, traitement du silicium, qui est la plus coûteuse, qui demande un investissement d'industrie relativement lourde et la plus énergivore. Et donc celle où on a le plus intérêt à mettre aussi de l'électricité décarbonée. On le voit sur le tableau, hein, c'est très clairement explicité. Vous exprimez Manuel Lepoutre, délégué à la communication de l'Académie des technologies. Merci. Merci, cher consoeur. Olivier, c'est vous le metteur de... Alors, il est 12 heures. On essaye de tenir dans les 60 minutes qu'on s'est imparti pour gérer également vos propres emplois du temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. En général, quand on s'arrête, tout d'un coup, arrivent des idées complémentaires de questions. Donc, en bilatéral, on saura y répondre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail de questions. On reviendra vers vous. Avant 15 heures, cette présentation, l'enregistrement de la présentation sera à votre disposition. Et d'ici là, merci pour votre présence, écoute et suite au prochain épisode. Merci à tous et à toutes.